Bonjour à tous et bienvenue du coup à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur une formation flash résolution de problèmes. Alors moi je me présente, je suis Camille Lambert, je suis chargée de marketing digital chez XL Group et aujourd'hui la session sera animée par Pierre Bonnardin qui est Black Belt Lean Six Sigma et Stéphanie Pesser qui est Black Belt Lean et Lean Six Sigma. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, du coup, voilà quelques petites règles. J'ai commencé déjà à les énoncer, mais donc pour le confort de tous, voilà, je vais vous demander de couper vos micros et de couper vos caméras pour que voilà, ce soit fluide pour tout le monde. Pour ce qui est des questions, vous pourrez les poser à tout moment via le module de chat qui se situe en bas de votre écran, le module de chat Teams. Pour ce qui est des slides et du replay de la webconférence, ils vous seront transmis d'ici quelques jours, normalement demain. Voilà. Alors, juste en introduction, je vais vous présenter brièvement la société donc XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos deux animateurs, qui sont Stéphanie et Pierre. Et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci Camille pour cette introduction. Donc c'est moi qui vais commencer. On va se relayer, Stéphanie et moi, pour vous présenter cette conférence donc sur la résolution de problèmes. Voilà, donc on va commencer. Alors vous avez sous les yeux le sommaire, donc on va balayer dans quelles circonstances peut s'appliquer cette méthode de résolution de problèmes. Une présentation globale de la méthode en question et ensuite on va dérouler les étapes, ce qu'on appelle du DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Et donc vous aurez, si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser dans le petit module de chat effectivement, et on se réserve un quart d'heure à la fin pour échanger un peu plus là-dessus. Alors déjà on va commencer sur les cas d'emploi. Donc, de quoi on parle? De quoi on va parler pendant cette conférence? Alors, dans une entreprise, en fait, on peut considérer qu'il y a trois modes de progrès, d'amélioration. Il y a ce qu'on appelle en jaune ici, sur le mode amélioration continue. Donc, c'est des petits progrès tous les jours en mode PDCA, où on va résoudre, améliorer les réglages, améliorer la situation de l'entreprise, sans forcément partir d'un dysfonctionnement. On trouve des idées d'amélioration tous les jours avec des boîtes à idées, sur le terrain, bien entendu, donc on peut progresser. Donc, premier mode l'amélioration continue. Voilà, les petits pics que vous voyez ici, c'est donc le problème, ce qu'on appelle l'incident, le problème. Il y a un client qui râle, il y a un dysfonctionnement, il y a une cote qui n'est pas conforme, on est en retard sur une livraison. Donc ça, c'est vraiment les incidents. Avec des outils, alors vous avez des acronymes ici, MRP comme méthode de résolution de problème, QRQC, Quick Response Quality Control, ou 8D, qui sont les 8 étapes beaucoup utilisées dans l'automobile, donc pour traiter un problème. Il y a probablement d'ailleurs d'autres méthodes qui s'appellent PDCA, DAC, etc. Chaque entreprise a sa méthode. Donc on va être bien dans cette logique-là. On a un problème et on veut éviter que ça se reproduise. Alors, il y a quand même un troisième mode d'amélioration dans l'entreprise qu'on appelle en mode projet, soit en mode chantier Kaizen, disons court de quelques jours, 3, 4, 5 jours, soit en mode projet plus long, de type projet Lean Six Sigma, où sur plusieurs mois, on va traiter un sujet complexe qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc, dans les entreprises, on a bien ces trois démarches. Je dirais qu'il faut avoir ces trois démarches. Elles sont complémentaires. L'idée, c'est d'arriver à les développer correctement. Et nous, on va rester sur cette logique de MRP. Alors, donc, cette situation, qu'est-ce qu'on appelle une situation dégradée? En fait, qu'est-ce qu'on appelle un problème?
un problème, c'est un client mécontent, donc qui nous renvoie un produit pas bon. C'est en contrôle interne. Alors, c'est la pire des choses, bien entendu, hein, c'est le retour client. C'est vu du client, donc on va devoir réagir rapidement. Ça peut être en contrôle interne, en contrôle final ou intermédiaire. On constate une non-conformité sur un lot, sur des pièces. Ou ça peut être des défauts, une dérive de processus, des choses qu'on va constater qui sont plus sur le fonctionnement du processus ou, ou bien d'autres sujets. Hein, il y a de multiples sujets de dysfonctionnement dans les entreprises. Et donc, notre objectif, ça va être d'éviter la récurrence du problème. Donc, moi, j'appelle ça le problème du vélo crevé. C'est-à-dire que si vous roulez en vélo et que vous crevez, donc si vous vous contentez de vous arrêter, de changer de chambre à air ou de mettre une rustine, en fait, 200 mètres plus loin, vous allez crever de nouveau. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas passé votre doigt dans le pneu pour trouver la pointe, le petit bout de verre, etc., qui a crevé votre chambre à air. Donc, il faut enlever l'épine, enlever le clou. Donc, c'est ce qu'on appelle la cause, les causes racines qu'on va traiter dans cette webconf. Et c'est en fait une enquête, hein, c'est assez intéressant, c'est en mode enquête pour trouver des preuves qu'on a eu un problème. Alors, on va mener une enquête non pour condamner, hein, on en reparlera. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un fautif, mais il s'agit bien de progresser et d'éviter que les choses se reproduisent. Donc voilà pour le contexte de notre conférence. Alors, quelle méthode on va employer pour arriver à trouver ces causes? Donc, la méthode, c'est le DMAIC, hein, donc définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Donc, c'est 5 étapes. Alors, première étape, je vais les présenter rapidement, hein, et en fait, derrière, bien entendu, on vous les présentera de manière plus en détail, mais pour avoir une vision globale, je vais les présenter rapidement. En général, un bon outil qu'on utilise pour les présenter, c'est ce qu'on appelle un A3, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire c'est un document synthétique qui tient sur une page A3 en principe et qui va tracer toutes les étapes, hein, les 5 étapes. Donc le D, rapidement, donc c'est bien définir le problème. Donc on va utiliser certains outils qu'on va vous détailler derrière. Donc et il est bien évident que c'est une étape majeure, hein. Si on se trompe dans le problème à définir, eh bien on n'ira pas à des bonnes solutions. La deuxième étape va être de mesurer, de collecter des données sur ce qui s'est passé. Et aussi, notamment, il y aura cet aspect sécurisation vis-à-vis du client, hein, ne pas reproduire l'erreur. Puis après, voilà, on va sur le terrain, il y a les interviews, etc., etc. La troisième étape sera, une fois qu'on a ces données, de les analyser, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, avec des outils, d'une part, brainstorming de créativité, puis après, ces fameux outils de recherche de cause pour arriver à la cause racine. Quatrième étape, une fois qu'on a la bonne cause, il s'agira de mettre en place des solutions pour éliminer cette cause, pour traiter cette cause. Donc, on retrouvera les outils de type brainstorming. Et une fois qu'on aura des solutions, il s'agira aussi de définir la meilleure avec une matrice impact-effort. Et enfin, ne pas oublier la dernière étape qu'on a tendance parfois à sauter ou à laisser tomber. Une fois qu'on a trouvé les solutions, on se dit tout est fini. Non, pas du tout. Il faut alors contrôler, attention au sens anglais, hein, to control, c'est-à-dire maîtriser, pérenniser, standardiser, donc s'assurer que la solution qu'on a mise en œuvre sera bien établie, que les opérateurs se seront bien appropriés les modifications qu'on aura pu mettre en œuvre. Donc voilà sur cette démarche globale qu'on va donc formaliser dans ce document, un document de ce type A3. Okay. Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie, qui va déjà rentrer dans la première étape, hein, qui est, je le disais, très importante, c'est quoi le problème? Quel est notre problème? Qu'est-ce qu'on veut traiter? À commencer par là. Donc, à toi, Stéphanie. Allez, et bien du coup, c'est la phase définir. Donc, on a une remontée, un problème. Au pire, c'est le client qui nous remonte à un incident. Donc, on va d'abord chercher à sécuriser le client. Sécuriser le client, c'est-à-dire comment on va
permettre de redémarrer la production, mais en assurant le service et tout en le protégeant. Ça peut être faire des rappels si le problème risque d'impacter fort le client. Ça peut être du tri, du contrôle à 100% ou rajouter une opération supplémentaire ou alors être en mode dégradé. Souvent, c'est des solutions qui vont coûter cher et qui ne vont être que provisoires, mais elles sont nécessaires pour protéger le client et pour après s'assurer qu'il va lui avoir la bonne qualité et nous, de nous laisser le temps de chercher cette fameuse cause racine qui a déclenché le problème pour la traiter et l'éradiquer à long terme et qu'elle ne revienne pas. Voilà pour la sécurisation. Et puis après, on va passer à la définition du problème avec le fameux QQO QCP. Un outil alors, qui a un nom un peu bizarre, mais qui est très utile et qui peut être utilisé dans plein de choses, pas forcément que pour des méthodes de résolution de problèmes. Il suffit de se poser les questions. Quel est le problème? Qui l'a détecté, mais aussi qui est concerné, quelle équipe. C'est tous des indices pour savoir qui interroger, pour trouver ce qui s'est vraiment passé. Où est-ce que ça a été détecté? Ou sur la pièce, ou sur le process? Dans quelle zone? Dans quelle région? Et puis quand, ou depuis quand, est-ce qu'on a vu ce problème? Comment il a été détecté? Combien de fois? Et à la fin, pourquoi est-ce un problème? Voilà, donc tout ça, c'est des questions qu'on va poser sur le terrain. Et il y a vraiment, sur tous les outils du Lean, le terrain est absolument nécessaire. Il faut aller sur le terrain, il ne faut pas juste s'asseoir derrière son bureau pour résoudre une méthode pour faire une MRP. C'est vraiment une méthodologie de terrain. On va interroger les personnes, on va chercher les indices. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de déclencher une MRP dès qu'on a l'apparition du problème et de ne pas attendre 1 mois, 2 mois, parce que plus on va attendre, plus ces indices vont disparaître. Une fois qu'il y en a le QQQCP, on peut l'associer à un autre outil que j'aime beaucoup, c'est le et n'est pas. Donc on se repose les questions, mais où est-ce que c'est et où est-ce que ça n'est pas? Parce que tout ça, c'est encore des indices qu'on va avoir pour savoir quelle est cette cause racine. Si ça arrive sur une équipe mais pas l'autre, un atelier mais pas l'autre, pourquoi? Quelle est la différence? Et à partir de là, on va pouvoir remonter à ce que j'appelle la pelote de laine pour trouver les indices de pourquoi ça s'est déclenché et comment on fait pour l'éradiquer. Voilà un petit peu la définition du problème. Et après, il va falloir mesurer. Mesurer quelle est l'ampleur du problème, mesurer sur le terrain, encore une fois. Donc, c'est aussi interviewer les équipes et se baser sur les pièces réelles, aller les voir, aller les examiner, récolter toutes les données que l'on peut avoir. Souvent, les solutions de sécurisation, s'il y a eu des tris, s'il y a eu des retours, on les a analysés. On peut savoir quelle est l'ampleur du problème, si ça arrive dans 1% des cas ou dans 10% des cas. On peut faire un Pareto, le fameux Pareto, avec sa tête de Pareto, quelles sont les différentes causes et puis quelle est la cause principale. On peut aussi avoir une série chronologique, voir au cours du temps comment a évolué ce problème et s'il y a eu un saut, s'il y a eu une différence, quelque chose qui s'est passé pour expliquer la cause. Donc voilà pour la phase mesurée. Et il y a aussi quelque chose qui me paraît très important, c'est la cartographie de processus. On ne la fait pas assez souvent, cette cartographie de processus, c'est-à-dire une représentation graphique de toutes les étapes du processus. Étape 1, étape 2, étape 3. Là, il y a un petit exemple, c'est plus un processus de production, mais c'est aussi important lorsqu'on est dans les services de bien détailler parce que c'est moins visible les services, la cartographie de processus dans les services est moins visible, mais c'est extrêmement instructif de savoir quelles sont les différentes étapes. Et à partir du moment où on a posé sur le papier les différentes étapes du processus, ce qui est intéressant de savoir, c'est où est-ce qu'on a pu créer le problème et où est-ce qu'on ne l'a pas détecté à temps. Si on a eu le problème, c'est que le problème a été détecté trop tard. Donc là, on va chercher à savoir où est-ce qu'on aurait pu détecter, où est-ce qu'on a pu créer le problème. Et on va encore sur le terrain et on ne se dit pas « ça peut aller de partout ». Non, on va voir exactement où est-ce que ça a pu être créé et où est-ce qu'on n'a pas
fait un contrôle suffisant, où est-ce qu'on aurait pu le détecter et qu'on ne l'a pas détecté. Voilà, donc faire attention, cartographie de processus, détailler toutes les étapes et chercher à savoir où est-ce qu'on a créé le problème et où est-ce qu'il n'a pas été détecté. On a fait la phase définir, on a fait la phase mesurer, et maintenant on va rentrer dans le cœur du problème, l'analyse. Analyser la cause racine. Et là, je vais redonner la main à Pierre. Merci Stéphanie. Donc effectivement, voilà, maintenant on arrive effectivement à cette étape là où on va chercher l'épine pour l'enlever du pneu, hein, donc qui est bon, une phase clé, qui est aussi, elle est d'autant plus facile qu'on a bien fait les étapes précédentes, hein, donc définir, mesurer. Si le problème est bien défini, si on a suffisamment de données, on devrait y arriver. C'est là aussi qu'on se rend compte que on veut aller trop vite. Alors, dans la résolution de problèmes, hein, il y a toujours le défaut classique qui est d'aller direct à la solution, hein, la culture de la solution, comme on dit des fois, c'est-à-dire le yaka faucon. Oh, il y a un problème, hein, j'ai une erreur, une pièce pas bonne, il n'y a qu'à changer la machine, il n'y a qu'à faire quelque chose, d'accord? Donc, ces 3 premières étapes, la définir, mesurer, analyser, elles sont importantes et il ne faut pas les bâcler. Souvent, on a la pression, vous allez avoir un peu la pression du management, la pression du client, la pression du marketing qui dit allez, il faut y aller, il faut résoudre le problème. Donc, il faut du temps. Alors, ça dépend un petit peu du problème qu'on a, mais il faut du temps. Alors, cette phase analysée, donc, bon, très classiquement, hein, donc je pense que cet outil-là, bon, tout le monde le connaît. Donc, c'est alors, classiquement, on parle souvent du 5M, c'est-à-dire les causes du dysfonctionnement peuvent être un problème lié à la matière première, hein, aux matériaux. Alors, dans les services, c'est l'information. Hein, donc, ces méthodes-là marchent très bien dans les services. Mais effectivement, ça peut être qu'il manque une information, voilà, dans l'assurance, le client, enfin l'adhérent a oublié de mettre tel ou tel document, donc il faut aller chercher, donc ça peut être de l'information. Ça peut être de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des manques de formation, qualification, voire, j'allais dire, quantitatif, hein, on n'a pas assez de monde. Ça peut être lié au milieu, l'environnement, donc en industrie, ça peut être l'hygrométrie, ça peut être aussi, on peut mettre là-dedans tout ce qui peut être milieu, je dirais presque stress, hein, psychologique, surcharge de travail, donc il y a aussi quelque chose qui peut générer des erreurs. Les méthodes, donc les procédures, les protocoles, les manières de travailler qui peuvent générer des erreurs, et les moyens, les outils, les machines, ou là encore dans les services, en général, ça peut être beaucoup lié à tout ce qui est système d'information, où il peut y avoir des erreurs dedans. Et alors du coup, nous, on aime bien rajouter un 6e M, qui est mesure. Hein, il y a les 5M classiques, et ce qui peut être problématique, c'est la mesure. Soit parce que alors, on a dit qu'il y avait une erreur, mais il n'y en avait pas, ce qui est une bonne solution, parce que notre système de mesure dit n'importe quoi et dit que les pièces n'étaient pas bonnes ou qu'il y avait un défaut, qu'il n'y en avait pas. Soit parce que notre système de contrôle qualité de mesure n'a pas pu détecter une erreur. Donc, il est important, quand on recherche des causes de problèmes, de bien penser à notre système de mesure. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que les moyens sont adaptés? Est-ce que les outils sont bons, etc. Donc ça, c'est ce 5e, hein, arête de poisson, Ishikawa, donc outil, disons, assez simple au demeurant, mais extrêmement puissant. Alors, avant alors, on peut, là, je vois que je réponds rapidement, il y a une petite remarque sur le M. Alors, DM, on peut rajouter beaucoup, hein, effectivement, management, monnaie, etc., etc. Donc, à vous, ces outils, par définition, il faut en comprendre l'esprit et vous pouvez parfaitement les adapter. Ça dépend du contexte. Donc, si vous voulez rajouter un management, n'hésitez pas. Oui, Stéphanie? Le management, je le mets en général dans la main-d'œuvre aussi. Oui, on peut le mettre, voilà. Donc, je ne rajoute pas forcément du M, mais je le mets dans la main-d'œuvre. Voilà, ou sinon, on le met, voilà, hein, d'accord. Ça peut être un problème de qualification du management, etc., effectivement, qui peut être un élément important à prendre en compte. Alors, pour arriver à remplir ce diagramme, on va auparavant
faire un brainstorming pour créer des idées. Alors, il faut d'ailleurs bien procéder en 2 temps. Moi, ce que je conseille, c'est que en première approche, on ne dessine pas, alors ce soit sur un paperboard ou quelque chose, les arêtes de poisson. On commence par faire un brainstorming non contraint, alors avec les règles de base du brainstorming qu'on rappelle rapidement ici, CQFT, c'est-à-dire on peut dire n'importe quoi, pas de critique de ses petits camarades. On va viser la quantité, le but c'est d'en avoir le plus possible. En général, l'expérience prouve que on arrive à 20 à 30, facilement à 20 à 30 idées sans problème. Il faut délirer, donc farfelu, bienvenue. N'hésitez pas à sortir du cadre, délirer. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'avait jamais pensé, voilà, qui peuvent être des causes de défauts. Et démultiplier sur les idées des autres, piller les idées des autres, bien s'écouter pour faire ce brainstorming. Bien entendu, il faut une taille critique. On ne fait pas un brainstorming à une personne toute seule. Donc, il faut 5, 6, entre 5 et une dizaine de personnes. Si on a trop, ça ne marche pas non plus parce que c'est le bazar. D'accord, donc, et on s'écoute et on applique ces principes. En général, effectivement, ça se fait sous forme de post-it où on écrit. Voilà, donc il y a des outils. On va coller des post-it au paperboard. Et ensuite, deuxième étape, on va les classer avec le 6e. Notamment, donc, ça sert à se rendre compte qu'il y a peut-être une branche du 6e où il n'y a rien. On va se rendre compte, tiens, c'est bizarre, dans la branche moyen, on n'a rien du tout. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié éventuellement une cause de dysfonctionnement, une cause du défaut? Peut-être que s'il y a des branches trop vite, c'est qu'on a oublié une cause. Et ça sert aussi, bien sûr, à les regrouper, à trier, enfin, à éliminer éventuellement certaines causes. Alors, je réponds en direct. Il y a une question, effectivement, sur le. J'étais en bien train de sûr, répondre dans le catch. C'est des causes réelles. On va en reparler derrière. C'est des causes prouvées. D'accord. Il faut des preuves. On en trouvera. Alors, on va les trouver après. En première approche, on brainstorm, on délire un peu. Mais quand on va classer les causes, qu'on va les analyser, il y a une phase d'analyse. Il faut que ce soit prouvé et qu'on arrive à prouver ces choses. Donc, Mais premier au début, outil. c'est quand même, Oui, vu qu'on veut le maximum, il faut la quantité, donc c'est qu'après qu'on va vérifier. Mais voilà. là, il faut le maximum d'idées Voilà. et on peut supposer que ça pourrait être une cause, mais pas, il ne faut pas forcément la prouver pour mettre le post-it. Ce qu'il faut, c'est en première phase qu'il n'y ait pas de contraintes. C'est-à-dire que les gens s'expriment voilà, librement, donc sans critique, en délirant un peu, pour être sûr de couvrir, de ne pas oublier de cause. Le risque, finalement, à ce stade-là, c'est de ne pas trouver là où les bonnes causes. Il n'y a souvent pas une seule cause, c'est une coordination de causes, un ensemble de causes qui peuvent générer le défaut. Donc, il ne faut pas se brider au début, mais par contre, après, on va chercher effectivement à avoir des causes réelles, des causes prouvées. Alors, en complément, une fois qu'on a sélectionné les causes, on va appliquer le 5 pourquoi. D'accord ? Le 5 pourquoi va nous servir à aller vraiment à la cause racine. Le 5e, c'est horizontal, on pourrait dire. Donc, on a une palette de causes et là, on va aller en profondeur pour savoir vraiment quelle est la cause de notre défaut, donc descendre. D'accord ? Et donc, on va, pour chaque cause, ou du moins pour les causes triées, se poser la question pourquoi il y a eu le problème. Et là, effectivement, il faut bien que ce soit démontré, il faut creuser, ne pas s'arrêter trop tôt. Si on ne va pas assez profond, on va rater. Alors, petit exemple, sur un exemple, les pièges du 5 pourquoi. Donc, imaginons à la machine à café, il y a une grave erreur qu'on a constatée, c'est qu'un opérateur utilise une cuillère à soupe au lieu d'une cuillère à café pour touiller son café. Donc, il en met partout, ça ne va pas du tout, c'est très grave. On lance un MRP, d'accord ? Donc, on fait le 5 pourquoi. Donc, problème, l'utilisateur, l'opérateur utilise une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Donc, ça ne va pas. Alors, pourquoi ? Premier pourquoi, il n'y a pas de cuillère à café au poste de travail. Donc, on peut le vérifier, c'est démontré. Deuxième pourquoi, disparition de la cuillère à café dans l'équipe de l'après-midi et il n'y a pas de cuillère de secours. Donc, troisième pourquoi, parce qu'il n'a pas été prévu de cuillère de secours. Tout ça, c'est prouvé.
Alors là, il y a un piège, c'est-à-dire on s'est trompé au niveau du deuxième pourquoi. Pourquoi on s'est trompé, si je puis dire? C'est que il y a deux réponses, d'accord? Donc dans un pourquoi, il faut une seule réponse. Et le risque, du coup, c'est qu'on aille à une mauvaise solution, c'est-à-dire, en fait, on va mettre une cuillère de secours, alors qu'en fait, c'est pas vraiment la solution. Ça va pas régler, le problème va se reproduire, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne cause racine. Donc attention, petite règle, hein, ne mettre qu'un seul pourquoi quand on pose la question. Deuxième piège aussi, pas petit, mais ça peut arriver. Donc là, on a l'opérateur, toujours pareil, utilise une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Pourquoi il n'y a pas de cuillère à café au poste de travail? Deuxième pourquoi, disparition de la cuillère à café dans l'équipe de l'après-midi. Troisième pourquoi, une personne extérieure à l'atelier a pris la cuillère. Quatrième pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de cuillère au distributeur à café. Et on arrive au cinquième pourquoi, parce que la solution d'exploitation du distributeur a oublié d'en mettre. Donc là, potentiellement, ça ne va pas non plus, parce qu'on rejette disons, le problème en dehors de notre secteur responsable, hein. C'est toujours les autres qui ont tort. Ça, c'est très classique. On a toujours tendance à repousser le problème chez les autres. Donc, restons toujours dans une problématique où on peut agir. Alors, il y a des cas où on ne pourra pas, donc on va escalader les problèmes, mais quand même, dans beaucoup de cas, on peut essayer de trouver une solution locale. Donc, on va ne pas renvoyer le problème chez les autres. Du coup, et aussi, enfin, troisième piège, ce qu'on a tendance à faire, c'est la faute de l'opérateur. Il n'a pas fait gaffe, il a pris la cuillère qu'il ne fallait pas, etc. Donc, c'est aussi, donc, on va sensibiliser, donc on va former. Toujours avoir ce raisonnement de si l'opérateur a embarqué la cuillère, c'est que notre processus, notre système n'était pas suffisamment verrouillé et qui a permis cette erreur. Donc, on va essayer d'éviter les erreurs, voilà, avec des systèmes notamment de pokayoke, de détrompeurs, qui vont chercher à rendre physiquement l'erreur impossible. Ne pas toujours dire, ouais, c'est l'opérateur, c'est les acteurs qui ont fait le défaut. Et donc, l'idée, la bonne, voilà, un bon 5 pourquoi, qui peut s'arrêter à 4, hein, du coup, en l'occurrence ici, c'est qu'effectivement, voilà, on n'a pas mis un système marquage où la cuillère est attachée à la machine à café, qui fait qu'on est sûr, voilà, on est sûr que, quasi sûr que quelqu'un, extérieur ou non, pourra nous embarquer notre cuillère à café et qu'on pourra touiller correctement notre café. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est vraiment une démarche, c'est ces 5 pourquoi très puissante pour arriver vraiment à la cause racine qui fait qu'on va vraiment éliminer la récurrence du problème. Hein, si on reste trop superficiel, ben, notre problème il va se reproduire. Voilà, donc je vais repasser la parole maintenant à Stéphanie. Maintenant qu'on a notre, voilà, on sait, on a notre épine. Hein, maintenant, là, je disais, si je reviens à mon histoire de vélo, on a bien trouvé l'épine, on a bien trouvé le bout de verre dans notre nœud. Ben maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se reproduise plus, hein, voilà, quelles idées on va trouver pour que ça se reproduise plus. Voilà, à toi, Stéphanie. Donc effectivement, je pense que la phase la plus importante, c'est vraiment cette phase analysée, parce que si on a la cause racine, on va pouvoir trouver plus facilement des solutions. Et une chose sur laquelle je vais insister sur la cause racine, le 5 pourquoi. Comme pour la cartographie de processus, on va chercher où est-ce qu'on a créé le problème et où est-ce qu'on n'a pas détecté à temps le problème. On peut faire un 5 pourquoi sur pourquoi on a créé le problème et pourquoi on ne l'a pas détecté à temps. Et ça va donner des solutions pour la suite. Ce qu'on va essayer, c'est d'éviter de ne recréer le problème, mais ce qu'on peut aussi, c'est, si jamais on ne peut pas sécuriser à 100%, comment on fait pour le détecter à temps et qu'il ne perturbe pas le client. Tout ça, on va repasser avec du brainstorming. Un petit peu, ça peut être encore du 6e, ou ça peut être un brainstorming plus ouvert. Ça marche aussi avec des post-it, et chacun va émettre des idées sur tel ou tel sujet. Pour le brainstorming, il faut vraiment le préparer à l'avance pour avoir une bonne question. Comment on peut éviter tel problème? Et on a aussi les règles du CQFD, la critique interdite. Il faut la quantité avant la qualité. On va
On veut bien du farfelu et puis il faut démultiplier, rebondir sur les idées des autres. Donc cette séance de brainstorming, c'est quoi toutes les possibilités, toutes les solutions possibles. Et puis une fois qu'on a ces solutions, eh ben, on va les prioriser. Le principe, souvent dans le Lean ou dans le Six Sigma, on va élargir d'abord l'entonnoir et puis après on va le resserrer. Mais il faut passer par ces étapes d'élargissement de l'entonnoir pour après le resserrer et pas juste à aller à problème, solution. Parce que si on fait juste problème, solution, et ben en général, on ne tombe pas sur la bonne solution. Si problème, on élargit et puis après on va resserrer, là, on va prioriser avec les bonnes solutions. Cette matrice impact-effort, elle est assez simple, à la fois simple de compréhension et simple vraiment à mettre en œuvre. C'est de se poser la question pour chaque idée du brainstorming, pour chaque solution envisagée, est-ce que ça va avoir un impact faible ou fort sur notre problème? Et est-ce que c'est facile ou difficile à mettre en place? Et puis, selon où on va classer les différents post-it, eh bien, on va avoir, si on a le NEC plus ultra, c'est d'avoir une action immédiate, enfin une action forte et avec un effort facile. Et bien, dans ce cas-là, on va mettre en place tout de suite. Et puis, même si c'est facile à mettre en place, mais qu'on a même si l'impact est plutôt faible, eh ben, on va le faire, mais peut-être avec moins de priorité. Et si on a un impact fort, enfin un effort difficile, un effort à faire, eh ben, on va mettre ça dans un plan d'action. Si jamais ça n'a pas de... On sent que l'effort est important et qu'en plus l'impact est faible, eh ben, on va oublier. Je vois qu'il y a une question, C'est moi. est-ce que... Ah oui, Stéphanie, oui, c'est juste, j'avais... Ah oui, tu voulais... Tu as 9 cases. Est-ce qu'on peut faire une matrice impact-effort avec 9 cases si vous voulez parler de faible, moyen, fort et puis effort, faible, moyen, fort? Vous pouvez mettre 9 cases. Moi, en général, je trouve que 4 cases, ça suffit largement parce qu'après, il va falloir prioriser les 9 cases avec 4. Il y en a une qu'on oublie. Il y en a 2 finalement qu'on fait tout de suite. Les actions immédiates, c'est quand l'effort est faible. Et puis, il y en a un qu'on met dans un plan d'action. C'est bien plus simple plutôt qu'après de savoir est-ce qu'on la met dans une case, est-ce que c'est moyen, moyen fort. C'est plus compliqué. Et là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à prioriser les actions. Celles qu'on fait tout de suite d'ici la fin de la semaine, allez, ça doit être mis, ou est-ce qu'on va l'étaler dans le temps? Donc pour moi, 2 cases suffisent largement. Ouais, Stéphanie, je voulais juste rajouter aussi tous ces outils-là. Là, tu as parlé de simplicité, sont d'une simplicité, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre, y compris cette matrice impact-effort. Il suffit d'un paperboard et de tracer une ligne verticale, une ligne horizontale et de venir coller des post-it. Bon, tout à l'heure, on parlait de brainstorming. Pareil, avec des post-it, un paperboard, quelques feutres. Donc, c'est vraiment des outils simples, très simples, de terrain, à appliquer voilà, avec tout niveau. Ça marche dans tous les niveaux de l'opérateur au cadre. Enfin, c'est très visuel. Il faut que ce soit visuel, une matrice impact effort. Voilà, quand on vient bouger les post-it, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, pas difficile? Et quand on a le résultat, ça permet en termes de communication, le groupe de travail ou les personnes concernées vont être devant le paperboard. Ça permet vraiment de se mettre d'accord sur les actions engagées de manière très simple et très rapide. Pas besoin d'outils compliqués pour faire ça. Hein. Voilà, c'est aussi Et du coup, je pense que 4 cases suffisent voilà, largement. Et ça, pour moi, ça a un double avantage. Un, ça se fait bien évidemment en équipe. Chacun en équipe, on positionne les post-it. Ça permet de faire comprendre à celui qui a émis l'idée du post-it qui se retrouve dans la case rouge, remettre à plus tard, de comprendre pourquoi on lui a demandé un effort de donner des idées et que malgré tout, on ne va pas mettre en place son idée parce que l'équipe a jugé que c'était quand même un peu trop difficile à mettre en place et que l'impact n'allait pas être fort. Donc, ça permet de faire comprendre qu'on n'a pas juste éliminé parce que on n'aimait pas sa tête, quoi, mais de faire comprendre pourquoi on ne mettait pas en place son idée. Et puis, pour les post-it qui sont dans les actions immédiates,
ça permet de mettre de la pression aussi. On a dit que c'était simple à mettre en place. Ben, ne mettez pas ça en semaine 52 en 2020, quoi. C'est cette semaine ou la semaine prochaine. Mais il ne faut pas que ça soit reporté dans 2-3 mois. Donc, ça permet aussi de mettre de la pression parce que ben, si on a des solutions de sécurisation en plus qui sont encore en train de courir, il faut les lever assez rapidement parce qu'elles coûtent et donc mettre en place des solutions pour pouvoir lever les solutions de sécurisation. Voilà. Alors, après cette matrice impact effort, eh ben, on va mettre en œuvre, on va faire notre PDCA, notre plan d'action. C'est quoi la cause, c'est quoi l'action, et puis suivre ça, tout ce qui a été planifié pour mettre en place ces différentes solutions. Donc là aussi, il faut bien suivre. C'est pas parce que c'est écrit dans un plan d'action et qu'on a mis une date que ça va être fait. Il faut vraiment cadencer, le suivre, le piloter pour bien valider que l'action a bien été réalisée. Et après, une fois que l'action est réalisée, eh bien, il faut bien vérifier qu'elle a l'effet escompté, qu'on va bien valider. Alors, est-ce que qu'on a bien l'efficacité, et ça, c'est on va valider les solutions. Est-ce que on est bien revenu à un état initial? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à nouveau notre problème? Et tout, avec les mesures qu'on a fait donc à la phase mesurée, on peut mesurer à la phase innovée pour vérifier qu'on a bien amélioré notre processus et qu'on ne risque pas de revenir à notre problème initial. On en arrive du coup à la phase contrôlée. Et comme le disait Pierre, c'est vrai que contrôler, c'est pas l'inspecteur des travaux finis, je contrôle, mais je mets sous contrôle. Et ça, c'est très important. C'est de mettre sous contrôle, c'est-à-dire, eh bien, je vais standardiser. Si je vois que c'est été efficace, je vais mettre en place les standards. Les standards, c'est la meilleure façon de faire à l'instant T. J'ai vu que on a certainement modifié des standards avec notre recherche de code racine. On a mis en place de nouveaux processus, on a mis en place de nouvelles règles, de nouveaux modes opératoires. Et ben, on va écrire les standards, on va former les personnes pour pérenniser cette amélioration. C'est le cycle du PDCA, et avec la CAL, là, pour ne pas revenir en arrière, ben, c'est le standard, la CAL. Voilà, je veux m'améliorer ma performance, et ben je vais... Alors, PDCA, on ne l'a pas dit, ça veut dire plan, donc planifier. On va réaliser l'action avec le do, et, point important, on va checker, vérifier que c'est bien, qu'on a bien l'effet escompté, qu'on a bien l'amélioration, et puis acte, ça veut dire qu'on va standardiser, qu'on va aussi voir si on ne peut pas mettre cette amélioration ailleurs, si on ne peut pas l'étendre, si on ne peut pas démultiplier ces bonnes pratiques. Alors, on arrive du coup à la fin. Stéphanie, je veux juste aussi une précision pour les gens sur les standards, le PDCA, la CAL. Oui, je voulais remettre en arrière. Ouais. Ouais. Bien. Il y a souvent Alors pour les entreprises, j'imagine dans vos entreprises, bon, vous avez souvent probablement des systèmes de management qualité, par exemple ISO 9001 ou ISO 14001. Il est bien. Alors l'audit, qui est parfois un outil un peu décrié, est quand même un formidable outil pour savoir si les standards sont correctement déployés, vérifiés. Hein, l'audit a parfois mauvaise presse. C'est aussi l'occasion de redire du bien un peu des démarches d'audit en entreprise, parce que définir un standard, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Donc, si le meilleur standard du monde, le fait d'aller l'auditer régulièrement, soit spécifiquement après justement le problème qu'on a eu ou dans le cadre d'audits réguliers plus classiques, c'est aussi quelque chose qui va permettre de faire que ce standard va être maintenu. Il n'est peut-être pas bon du premier coup d'ailleurs, hein, ça peut arriver qu'on soit amené à améliorer un standard, bien entendu, et les systèmes de management qualité de type ISO 9001 notamment, parce que c'est quand même très répandu, sont des outils qui vont vous permettre de maîtriser ces standards et de les améliorer aussi. Hein. Il faut aussi la CAL, on va la pousser vers le haut aussi. Hein. Enfin, juste en tant qu'ancien responsable qualité, voilà, je tenais à revaloriser ces démarches-là.
Je vois une question, on peut répondre très rapidement. Peut-il y avoir plusieurs causes retenues ou uniquement la principale? Non, on peut avoir plusieurs causes. Je parlais de cause de création du défaut, cause de non-détection à temps. Et puis, quand on fait un 5 pourquoi, on peut arriver quelquefois à 2 pourquoi et que les 2 pourquoi soient démontrés. Donc, il peut y avoir plusieurs causes, qu'il ne faut pas y en avoir 15, parce que souvent, ça veut dire qu'on n'a pas fait suffisamment un bon 5 pourquoi, on n'a pas démontré chaque cause. Mais si la cause est avérée, effectivement, il faut mettre en place des solutions sur toutes les causes et traiter toutes les causes racines avérées, démontrées. Voilà. Et donc, on en est à la phase contrôler, mettre sous contrôle avec les standards, avec la cale. Et comme le disait très bien Pierre, un audit peut être efficace là-dessus. Alors, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Oui, quelques bonnes pratiques pour l'MRP. Alors, on a parlé c'est une enquête policière. Et c'est vrai que c'est une enquête, on va chercher les causes. Par contre, on ne cherche pas le coupable, on cherche la cause racine. On ne cherche pas de coupable. C'est la faute à Michou. Non, on va chercher la cause. Et sur le petit exemple du 5 pourquoi, la cause ne peut pas être une personne. C'est qu'on a laissé les moyens qu'il se crée la cause. Donc, on va chercher à mettre en place des pokayuke ou autres systèmes pour empêcher l'erreur. Comme c'est une enquête, eh bien, les chances de résolution du problème diminuent très rapidement avec le temps. Si vous interrogez les personnes sur qu'est-ce qui s'est passé hier, dans quelles conditions on a produit telle ou telle pièce ou on a fait tel service, et bien là, ils sauront vous répondre. Si on demande le mois dernier ou il y a 6 mois, là, il y aura certainement beaucoup moins de réponses et donc on n'arrivera pas à trouver cette cause racine. Et puis après, chaque problème, ne jamais se satisfaire de la première réponse. C'est pour ça qu'on va aller au 5 pourquoi. On va poser des questions et vraiment poser, soyez précis, quoi d'autre, et rechercher toutes les causes possibles. On va jusqu'au bout du questionnement. On remet en cause les questions. En plus, avec les mesures, c'est plus simple en disant mais non, c'est pas ce qu'on a mesuré, alors pourquoi? Et puis, chaque problème doit être vu comme une opportunité de s'améliorer. Et ça fait partie de la culture qu'il faut instaurer. On ne cache pas un problème sous le tapis, parce que c'est sûr qu'il va revenir. Mais le problème, si on le fait remonter, c'est une opportunité de s'améliorer. C'est vraiment une chance à saisir. Donc, les problèmes, il faut les traiter dès qu'ils arrivent. Et plus on va traiter des petits problèmes, plus moins on a de risques que ça devienne un gros problème. Voilà. Et puis, les standards capitalisent les solutions pour améliorer le système. Il ne faut pas s'arrêter. Juste souvent, on s'arrête en c'est bon, on a mis en place les solutions. Mais si on ne pérennise pas avec les standards, avec une checklist, avec de la formation, c'est tout le travail qu'on a fait risque de revenir à zéro, de ne servir à rien si on n'a pas mis sous contrôle toutes ces améliorations. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur les méthodes de résolution de problèmes. Stéphanie, là, Oui, si je peux, j'ai une vas-y. anecdote là sur le fait, sur ce point très important là, que tu as évoqué, là, chaque problème doit être vu comme une opportunité de s'améliorer, c'est la culture de l'amélioration. Il y a quelque temps, on a démarré une démarche de transformation lean, de excellence opérationnelle dans une entreprise, et on avait fait on avait organisé avec l'entreprise une journée de lancement de cette démarche avec tous les cadres de cette entreprise. Il y avait une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Donc, on avait fait un diagnostic. Donc, dans la journée, on a présenté le résultat du diagnostic. On a eu des échanges. On a commencé à faire de la sensibilisation là-dessus. Et à la fin de la journée, le grand patron, le big boss, est venu conclure. Il est arrivé dans la salle et il a fait lever tout le monde et il a dit répétez après moi, chic une erreur. Alors tous les cadres, ils ont dit ça y est, le patron, il a pété un câble, c'est fini là. Après, il a insisté un peu et à la fin dans la salle,
tout le monde gueulait, chic une erreur. Donc tous les cadres de la boîte gueulaient, chic une erreur. Après, il a expliqué un peu ce qu'il voulait, mais effectivement, ce qu'il voulait, c'est développer ce bienvenue à l'erreur. Là, je vois quelqu'un écrit en anglais, problems are welcome, c'est exactement ça, bienvenue à l'erreur. S'il n'y a pas cette culture-là, bah, effectivement, on planque les erreurs sous le tapis et du coup, on ne progresse pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Voilà, Eh ben, du coup, on arrive aux questions. Alors, j'ai vu quelques questions et très, très pertinentes. J'ai noté, il y a Simon qui posait, est-ce que cette méthode est adaptée aux startups? Ben, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas adaptée aux startups. Alors, souvent, ce que je dis dans le Lean, c'est que tous les outils, on peut les utiliser n'importe où, dans n'importe quelle société. Je n'ai pas encore vu un endroit où on ne pouvait pas utiliser des méthodes de résolution de problèmes ou tous les outils du Lean, mais on ne fait pas du copier-coller parce que chaque entreprise, chaque entité est différente. Donc, il faut se l'adapter, trouver sa bonne façon de faire. Donc, on ne fait pas forcément toujours du copier-coller, mais c'est adaptable partout. Et puis, si on n'a pas beaucoup de données, eh ben, on va les chercher, on va les créer, on va peut-être devoir bâtonner, mesurer, interroger les gens pendant une semaine, 15 jours pour arriver à avoir quelques données. Mais d'interroger des personnes, de rechercher pourquoi on a eu le problème, je ne vois pas une seule entreprise, entité où on ne pourrait pas avoir... déjà, une seule entité qui n'ait pas de problème, ou alors c'est qu'on a tout mis sous le tapis, parce que le problème, je pense que tout le monde en a, et après, les résoudre, je crois que les méthodes de résolution de problèmes sont parfaitement adaptées à ça. Il y avait une question sur les QRQC. On a dit au début, effectivement, qu'on pouvait parler de méthodes de résolution de problèmes, MRP, de QRQC, Quick Response Quality Control, ou de 8D. C'est un petit peu toujours cette méthodologie-là, du A3, et on suit les phases définir, mesurer, analyser, innover, contrôler, avec ce fil conducteur de rechercher cette cause racine pour pouvoir mettre en place des solutions. Donc, ces méthodes, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est effectivement ça qu'il faut mettre en place. Il y a aussi une question là sur la cartographie de processus. Ne s'agirait-il pas plutôt de procédés? Non, a priori, quand on dit une cartographie de processus, donc c'est d'écrire un processus avec différents moyens. Hein. Il y a des logigrammes, des diagrammes de flux, il y a plusieurs types d'outils, mais ça marche aussi bien pour alors je pense que un procédé industriel qu'un processus tertiaire de prise de commande, d'approvisionnement ou dans une entreprise de service, de près de bancaire. Donc on parle bien de processus. Alors, il faut que ce soit, puisqu'on cherche des dysfonctionnements, on est quand même à un niveau assez précis en général. Hein. Ce n'est pas une cartographie simplifiée de processus en quelques étapes. Globalement, donc il faut quand même rentrer un peu dans le détail, mais oui, c'est peut-être ça que vous vouliez dire, mais ça s'applique à tout type de processus. Hein. On utilise le mot processus pour être suffisamment générique, pour dire que c'est dans l'industrie, dans la logistique, dans le service, n'importe où. C'était un petit peu ça qu'on voulait dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, il y a aussi une question là, sur les tests statistiques pour préconiser l'efficacité, pour contrôler l'efficacité. Alors, on n'est peut-être pas forcément, si vous entendez par là des tests de ANOVA, d'ET ou vraiment statistiques, on en est peut-être. Alors, on peut être à ce niveau-là, mais pas forcément, quoi. Quand on dit pour contrôler l'efficacité, on veut soit bêtement repérer la récurrence du problème. Donc, est-ce que ça se reproduit ou faire des contrôles, quelques mesures sur une pièce qui était défectueuse pour voir si le défaut a été éliminé. On n'est pas. Alors, si on a vraiment des données statistiques, etc., on peut faire un test avant-après. Effectivement, une carte de contrôle avant-après, ou une capacité ou des tests, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Hein, d'accord. Il faut vraiment avoir suffisamment de données. On peut très bien le faire de manière avec une vérification non statistique. Je ne sais pas s'il y a d'autres.
Après, il y a quelques questions sur le brainstorming. Alors, brainstorming et SISM, c'est toujours des recherches. Alors, SISM, je pense qu'il est plus adapté pour des recherches de causes et le brainstorming pour des recherches d'idées d'amélioration. Il m'est jamais encore arrivé de faire soit un SISM, soit un brainstorming et puis d'arriver à la fin en disant bah, on n'a pas de cause ou on n'a pas de solution. Euh, Si voilà, il faut pas faire comme disait Pierre, c'est pas tout seul dans son coin, hein, que ça soit SISM ou brainstorming, on le fait avec 5-10 personnes et puis bah, vous avez forcément à la fin des idées, des causes. Donc ça ne m'est jamais arrivé d'arriver à la fin en disant bah, on est sec là-dessus. Il faut prendre des personnes qui connaissent plutôt le processus pour avoir les idées. Il y avait une très bonne question sur est-ce qu'on peut faire des MRP à la maison? Alors, certains d'entre vous ont dû voir mon petit post sur LinkedIn où devant chez moi, en sortant mon chien, j'ai vu trouver une pièce par terre, une pièce métallique, enfin un écrou. Et je me suis interrogée là-dessus sur pourquoi j'avais cette pièce. J'aurais pu simplement la cacher sous le tapis, ça aurait été mettre à la poubelle et puis voilà. Mais je me suis interrogée pourquoi il y avait cette pièce, d'où elle pouvait venir. Ça pouvait venir soit du vélo de mon fils ou de la moto de mon mari. Donc j'ai regardé les deux pièces et donc je suis allée sur le terrain, hein, on va voir physiquement où est-ce que ça peut être. Et finalement, il s'avérait que cette pièce, c'était une pièce qui servait à tenir la béquille de la moto de mon mari. Et pour ça, donc, un point très important, je disais, s'il vaut mieux avoir plein de petits problèmes que de se dire oh c'est pas important et puis de le reporter pour plus tard parce que là finalement ça s'est très bien fini, c'est-à-dire que mon mari a pu revisser sa pièce et c'est bon, il est parti en sécurité. Si j'avais simplement mis à la poubelle, et la béquille elle aurait pu lâcher et imaginer ce qui aurait pu se passer si ça lâchait sur l'autoroute ou je pense que ça aurait pu faire un accident et ça aurait pu être très dangereux. Et ça, c'est global, enfin, à la maison comme à l'entreprise, se dire qu'il faut être très attentif au moins petit, au signal faible, que ça soit en qualité, en sécurité, faire remonter tous ces petits problèmes dès qu'on détecte un défaut pour après le traiter. Quand c'est pas encore un gros problème, c'est plus facile à traiter et ça a beaucoup moins de conséquences. Et puis, ça permet voilà, d'être plus efficace. Donc, il faut cette culture de faire remonter tous les petits problèmes, c'est très important. Pierre, Je est-ce vois que... qu'il y a une question sur la fréquence des audits. Alors, normalement, il y a pas de règle vraiment spécifique, hein, dans une entreprise où certifié, il est probable que vous ayez un planning d'audit annuel voilà, qui va être fait. Alors, on va parler. Alors, il y a plusieurs types d'audits. On peut parler d'audit processus, audit système, audit processus, audit procédé, voire audit de poste. Euh, tout ça, ça dépend peut-être des risques, des évolutions. Hein, vous savez que la notion de risque est fondamentale en audit. Donc si sur un procédé de fabrication, par exemple, on veut, alors à la limite, ça rejoint ce que vient de dire Stéphanie, détecter des problèmes ou voir si on a bien adapté les standards. On va faire des audits peut-être une fois par mois, des audits de poste une fois par mois, et puis des audits de processus, on va en faire tous les 2 mois ou des choses comme ça. Il n'y a pas de fréquence adaptée, mais enfin, définie a priori. Mais c'est quand même assez lourd de faire un audit. Donc, il faut bien jouer sur les différents types d'audits. Un audit de poste, ça peut durer 1 heure. Voilà, donc on peut en faire assez fréquemment, peut-être même plusieurs par mois. Un audit de processus, c'est quand même 2-3 heures. Voilà, 3 heures, on va dire en moyenne. Donc ça, on ne peut pas en faire non plus très souvent. On en fait un par mois. Voilà, puis un audit système, on en fait un par an. Mais effectivement, on peut faire la préconisation, c'est des audits de poste rapides, d'ailleurs basés en général sur le 5e. Hein. Je vais auditer un poste de travail avec une grille 5e. Est-ce que les procédures sont bonnes? Est-ce que la personne est qualifiée? Etc., etc. C'est assez facile à faire et ça permet de bien maîtriser les opérations.
Après, si on peut, notion de temps, une méthode, enfin, une MRP, je pense qu'il faut que ça soit bouclé dans le mois. Trouver la cause racine, c'est une question d'une semaine, parce que plus on va attendre, plus ça va être difficile. Donc, trouver la cause racine, c'est une semaine. Et puis après, quelquefois, il faut un plan d'action. Il faut 15 jours, 3 semaines pour mettre en place. Donc, je dirais que c'est de l'ordre du mois pour résoudre une MRP. Après, si c'est du mois, il faut le piloter aussi. Et ça, c'est très important. C'est pas juste, on a formé les personnes à utiliser les outils, donc c'est sûr, elles vont bien faire leur MRP. Il faut aussi le piloter, c'est-à-dire suivre toutes les semaines quelle est l'avancée pour cadencer tout ça et vérifier que toutes les actions avancent bien. Donc ça, c'est aussi très important. Il y a former les personnes, suivre la méthodologie, mais après, cadencer avec du pilotage. Et ça, c'est du pilotage à la semaine, voir comment on fait remonter. Alors, la remontée des problèmes, il ne faut pas que ça soit une fois par semaine, mais il faut que ça soit plutôt dans les AIC, animation à intervalles courts, pour que toutes les semaines, on puisse faire, tous les jours, pardon, on puisse faire remonter les problèmes, décider si oui ou non on ouvre une méthode de résolution de problème. Et après, il faut que ça soit suivi en pilotage MRP une fois par semaine pour faire avancer les différentes actions. Je crois qu'il y a peut-être une dernière question. Dernière question. On n'a pas répondu. Là, à partir du diagramme en arête de poisson, est-il évident d'identifier la cause de création ou la cause de non-détection? Comment prendre en compte la cartographie du processus pour y arriver? C'est vrai, je dirais que les deux outils, faire une description du processus, une cartographie du processus, il faut le faire avant pour bien comprendre ce qui se passe, ce que Stéphanie a dit, où se crée le problème et éventuellement où on ne l'a pas détecté. Donc ça, on le verra sur la cartographie du processus et en allant sur le terrain encore, bien entendu, donc en décrivant le processus sur le terrain. Et après, la préconisation serait peut-être de faire un brainstorming après, c'est-à-dire qu'on a bien en tête comment se déroule le processus. Et du coup, dans notre diagramme en arête de poisson, on pourra mettre les deux, c'est-à-dire qu'on aura la cause, on va réfléchir à une cause de création et on pourra aussi identifier des causes de non-détection. Donc, on pourra les regrouper, quitte à bien les identifier. Mais je pense qu'il faut faire les deux. Enfin, ces deux outils, peut-être dans l'ordre, voilà, le terrain avant et le brainstorming après, ça permet effectivement de pouvoir identifier ces deux types de causes, de ne rien oublier. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions a priori là. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on n'aurait pas vue? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. On avait, même à la maison, ouais. Je pense qu'on a. Eh bien, merci à tous. Oui. Merci à tous pour votre écoute. Oui, merci. Merci bien. J'espère que cette webconf vous a été utile. Merci. Je vais juste. Il y a Camille qui avait des dates. En fait, sur les prochaines dates des webconférences qui reprendront du coup à la rentrée avec le 18 septembre du coup une formation flash outils du Lean Six Sigma. Nous aurons ensuite une webconférence Lean Digital et Agilité le 23 octobre et une webconférence le 20 novembre sur théorie des contraintes et finances. Voilà, je voulais juste conclure sur ça. Et donc, du coup, vous dire merci à tous pour votre attention, pour votre participation. Et merci, du coup, à Stéphanie et à Pierre pour cette animation. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet si vous avez d'autres questions. Et voilà, je vous dis à tous bon appétit.